Everbridge est heureux de vous présenter l'émission Parcours. Quel chemin ont parcouru les directeurs sécurité les plus inspirants, ceux qui, grâce à leur expertise et leur talent, ont rejoint les plus grandes sociétés françaises? Quelles missions ont-ils accomplies tout du long de leur carrière? C'est avec Parcours que nous retraçons avec eux la voie de leur succès. Arnaud Menatori, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau d'A-News Sécurité. Merci de m'avoir invité. Vous êtes responsable service sûreté des Galeries Lafayette. Bien qu'assez jeune, vous avez déjà un joli parcours qui vous a mené jusqu'à cette enseigne mythique. Alors, c'est un parcours qui est mêlé d'études, souvent en parallèle d'expériences de terrain. Ça, c'est assez particulier dans votre trajectoire. Pourquoi avoir voulu toujours suivre en parallèle, justement, de continuer à étudier, en savoir plus ? Alors j'ai effectivement un parcours marqué par les études, puisque la majorité de mon parcours aujourd'hui est composé d'études. Étant encore jeune, j'ai assez peu d'expérience professionnelle. J'ai effectivement commencé, après le bac, des études de droit. J'ai obtenu un Master 1 de droit public à Toulouse et un Master 2 de droit sécurité défense à Toulon. Mais alors pourquoi avoir toujours voulu, tout du long... Alors c'est vrai que vous êtes jeune, vous avez une jeune carrière, je peux dire votre âge, vous avez 29 ans. Tout à fait. Mais déjà un très joli poste dans une très belle enseigne, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi avoir toujours voulu en parallèle continuer ça, avant qu'on développe Parce que j'ai toujours cru que tant qu'il était possible de faire des études, il fallait que j'en fasse, et le plus possible pour justement, si possible, griller les étapes et sauter le plus d'échelons possible. Continuer de progresser tant que le cerveau... Tant que le cerveau est capable d'agréger des informations, j'ai essayé d'en profiter. Oui. Alors remontons à l'origine du monde, enfin de votre monde. Vous êtes né dans quelle région? Je suis né en Aveyron, à Rodez, en 93 donc. Vous êtes resté longtemps là-bas? J'y suis resté jusqu'au bac. Oui. Et lorsque j'ai eu le bac, comme je vous l'ai dit, je suis parti à Toulouse faire du droit. Je suis resté à Toulouse jusqu'au Master 1. Ouais, ça on est en 2016 environ. Là, exactement, est en 2016. Une fois mon Master 1 en poche, je suis allé passer mon Master 2, cette fois-ci à Toulon. Donc un Master 2 sécurité défense. Ouais. Toulouse, Toulon. Je vois qu'en 2013, vous êtes co-gérant d'une entreprise qui s'appelle NBM, qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente par automate et haut de commerce de détail en magasin. Donc déjà une appétence pour aussi diriger une entreprise. Peut-être effectivement que tout commence là. C'est une entreprise extrêmement modeste, montée avec mon frère, qui a quelques années de plus que moi. Et il s'agissait de vendre des biens manufacturés destinés à la publicité par l'objet. Alors ça n'a pas été une multinationale, on a fait ça quelques temps, le temps de nos études respectives, pour justement se faire la main, lui et moi, dans le monde professionnel. Et puis avoir cette expérience qui justement... L'entrepreneuriat, c'est effectivement... L'entrepreneuriat et puis de travail réel, puisque l'un et l'autre, nous avions un parcours assez académique, donc on souhaitait mettre un petit peu les mains dans le cambouis. En 2017, pendant 2 mois, vous êtes auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale. Pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, en quoi ça consiste d'être auditeur? Il s'agit d'être auditeur jeune à l'IHEDN lorsqu'on est dans des cursus académiques qui correspondent un petit peu à ce secteur-là. Et comme j'étais en Master 2 sécurité défense, on était en cible. Et il s'agissait de suivre des conférences qui étaient données à l'école militaire, de pouvoir profiter d'expériences de militaires et d'acteurs du secteur privé dans le monde sécurité-défense global, pris au sens le plus large du terme, et ça permettait de s'ouvrir un petit peu l'esprit et de voir ce qui se faisait ailleurs, justement, que dans ce monde académique que j'ai tardé à quitter. Toujours cette idée d'en apprendre plus, du savoir. La même année, vous enchaînez donc avec une préparation militaire supérieure. C'est à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et vous prolongez comme réserviste puis officier militaire dans l'armée de terre de 2016 à 2018. Exactement, j'étais déjà rentré dans la réserve lorsque j'étais à Toulouse, comme militaire du rang. J'avais déjà dans l'idée d'intégrer l'armée de terre, et lorsque j'ai effectué mon Master 2, donc sécurité-défense, cette envie s'est faite plus pressante. J'ai donc effectué une PMS, une période militaire supérieure. Quelques semaines à Couët-Quidan pour se faire un petit peu la main et avoir une idée vraiment plus précise de ce que pourrait être pas forcément le métier, en tout cas la formation d'un officier dans l'armée de terre. J'ai donc, à la suite de mon Master 2, intégré ce qui est aujourd'hui l'école des aspirants de Couët-Quidan, et qui était à l'époque le 4e bataillon de Saint-Cyr, pour faire officier sous contrat encadrement dans l'infanterie. C'est donc des contrats de 7 ans qui permettent à des jeunes qui ont déjà un parcours académique, qui ont déjà validé des diplômes, d'intégrer l'armée de terre au grade d'officier, en tout cas au statut d'officier, sans passer par les 3 ans à Saint-Cyr, en faisant simplement une année de formation
au sein des ESM, donc dans ce 4e bataillon réservé aux officiers sous contrat. Est-ce que là, il y avait aussi quelque part une envie de terrain? Il y avait tout à fait une envie de terrain, exactement, pour un petit peu, justement, encore une fois, sortir de ce cursus académique, dans lequel je m'étais beaucoup plu, mais il me fallait autre chose. J'avais déjà dans l'idée, j'avais un projet assez vague de rejoindre le privé un jour ou l'autre. Je souhaitais quand même pouvoir justement être au service d'une cause à laquelle je croyais, au moins quelques années. Un contrat comme celui-là, c'était un contrat de 7 ans. Et puis faire effectivement un petit peu de terrain, commander une section dans l'armée de terre, c'était un objectif que je m'étais fixé. Vous avez commencé en 2016, donc vous aviez grosso modo 23 ans. C'est pas difficile de 23 jusqu'à 20, on va plus 18, plus 2, donc 25 ans, pardon. Ça, c'est ma spécialité maths qui me manque. Est-ce que c'est pas difficile, justement, d'avoir sous ses ordres, quand on est très jeune, d'autres personnes? Ça n'est pas forcément difficile pour ceux qui sortent de ce cursus, puisqu'on a quand même un cursus qui est assez épais. Ouais. Donc on sort avec des compétences qui font qu'on est déjà un petit peu plus légitime ou moins illégitime malgré la jeunesse des gars qui sortent de ce cursus-là. De toute façon, je n'ai pas fait bien longtemps dans l'armée, puisque j'ai fait mon année donc, au sein du 4e bataillon de Saint-Cyr, année à la suite de laquelle j'ai eu ma primo-affectation au 1er régiment de tirailleurs. J'étais donc chef de section en doublon avec un chef de section qui était en poste déjà sur place. Suite à cette primo-affectation, j'ai intégré l'école d'infanterie. Donc il s'agit de la division d'application pendant un an où on se spécialise, l'infanterie pour moi. Ouais. Et c'est là que j'ai démissionné, quelques semaines après y être entré, avec un pépin de santé que je ne me connaissais pas et qui donc a fait que je suis allé vers le privé beaucoup plus vite que prévu. Parce que sinon, vous auriez continué? Sinon, j'aurais aimé continuer, oui. Je m'y plaisais beaucoup. Et je dois dire d'ailleurs que si c'était à refaire en connaissant l'issue, je le referais. Ouais. Parce que c'est extrêmement formateur et puis c'est une expérience vraiment très très sympa. Alors c'est pour ça qu'en 2019, vous intégrez Groupama Doc comme gestionnaire de dossiers. Alors là, ça dure très peu de temps, ça dure 4 mois, mais qu'est-ce qui s'est passé en sortant de l'armée? En sortant de l'armée, il fallait que je me trouve un métier. Et je m'étais déjà orienté, j'avais déjà pensé à m'orienter vers l'école de guerre économique que j'ai faite après. Et il fallait bien, entre-temps, que je m'occupe et que je gagne un petit peu ma vie. Donc je suis allé toquer à Groupama où j'avais fait déjà un boulot d'été quand j'étais plus jeune. Ils ont eu la bonté de me reprendre pour quelques mois. Ça m'a permis de voir un petit peu cet aspect aussi de la gestion de risque qui est très différente de ce que j'avais vu et à la fac et dans l'armée de terre et de ce que je vois aujourd'hui dans la sûreté, mais qui est quand même pas si éloigné que ça. Il s'agit toujours de gérer du risque en faisant tout pour qu'il n'advienne pas. Donc c'était intéressant. Et puis ça m'a permis de m'occuper et encore une fois de voir un petit peu le monde du travail en vrai, puisque en sortant de la fac et de l'armée de terre, je n'avais pas une idée très très précise de ce qu'était le secteur privé, le salariat, tout simplement. Et puis éventuellement d'être en poste pour postuler ailleurs, ce qui était le cas, puisque 4 mois après, je crois que c'est 4 mois après que vous entrez au Galeries Lafayette, non? Exactement. Comment se fait justement ce passage? Est-ce que c'est du réseau? Est-ce que vous tombez sur une annonce? Alors pour tout vous dire, j'ai intégré l'école de guerre économique pour un MBA en alternance, donc un MBA risque, sûreté internationale et cybersécurité. Il me fallait donc trouver une alternance et c'est un camarade de cette école, qui est devenu désormais un bon camarade, qui avait été pris sur cette alternance, qui finalement a obtenu une autre alternance ailleurs sur un poste qui lui plaisait infiniment plus et qui donc a prévenu ses nouveaux camarades de classe pour leur dire qu'un poste en alternance s'était ouvert aux Galeries Lafayette. Poste sur lequel j'ai postulé et auquel j'ai été pris. Et désormais, j'y reste. Et donc, exactement, vous y entrez en septembre 2019, pour ne plus en ressortir, en tout cas pour le moment. Donc là, ça fait quand même partie des mythiques marques de grands magasins, avec ces architectures sublimes. On va refaire un petit peu d'histoire. Les Galeries Lafayette ont été créées en 1894 quand même, pour le magasin rue Lafayette, 1912 pour Haussmann, 1916 le premier en province, parce que tout le monde ne le sait pas, mais il y a beaucoup de Galeries Lafayette en province. C'est 1916 le premier, à Nice. Il y en a environ, je crois, 57 maintenant en province. Il y en a environ 57 ou 57, mais... Exactement. Il y en a 57, une partie est franchisée désormais, et qui reste tout de même la marque Galeries Lafayette, qui continue effectivement d'irriguer un petit peu les centres-villes et d'apporter de l'activité dans des villes moyennes, puisque les Galeries Lafayette sont présentes, vous l'avez dit, à Nice, où
ou à Toulouse, dans des grandes villes. Ouais. Elles sont aussi présentes à Reims, Angers, semble-t-il, à Reims, à Clermont-Ferrand, C'est ça. dans des villes plus réduites, Ouais. où elles contribuent Bien à sûr. l'attractivité des centres-villes. Et puis, à l'international, 8 magasins, bientôt 11. Mes chiffres sont exacts. Et effectivement, les Galeries Lafayette s'exportent à l'international, en Asie, mais pas seulement. Et elles participent ici à faire rayonner un petit peu le savoir-vivre à la française, le luxe à la française quand elles le peuvent. Alors pour mettre dans le contexte de la sûreté et de la sécurité de cet environnement, c'est quand même 60 millions de visiteurs par an dans donc 290 magasins, je ne me trompe pas, site e-commerce également, 14 000 collaborateurs. Et donc, au départ, vous le disiez il y a quelques instants, vous débutez en alternance comme chargé des procédures sûreté. Tout à fait. J'étais en alternance pour écrire le livre blanc des procédures sûreté. Il s'agissait donc D'accord. de faire un petit peu l'agrégat de tout ce qui se faisait en termes de sûreté sur le magasin des Galeries Lafayette Haussmann, puisque Ouais. je suis à Haussmann, Ouais. d'en faire quelque chose de réglementaire, de le compiler dans un livre blanc. Et maintenant que je ne suis plus en alternance, maintenant que je suis en poste, je suis chargé de l'application de ces procédures. Ouais. J'ai donc été recruté principalement pour ça, sous les ordres d'une responsable qui a eu le bon goût, la bonne idée de quitter les Galeries Lafayette à peu près au moment où j'ai terminé mon alternance. D'accord. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir la remplacer sur ce poste-là. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui sont en formation sécurité, sûreté, justement de voir quelles sont les premières missions qui sont proposées quand on est alternant. Là, c'est quand même une mission importante d'avoir à rédiger ce livre blanc. Hein. C'est une mission importante, d'autant plus que je n'avais aucune compétence en sûreté privée. J'arrivais là avec mon bagage en droit et mon très 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 petit vernis militaire, mais je ne savais rien de la sûreté en magasin. C'était donc des responsabilités assez élevées. Heureusement, donc j'ai pu bénéficier de l'appui d'un camarade et de la bienveillance de ma responsable. Ouais. C'était un poste effectivement important et je n'avais pas du tout fait de sûreté avant, je n'avais pas ma carte professionnelle. Et c'est pour ça que je n'étais pas sur des missions opérationnelles. J'étais sur ces missions-là qui sont des missions, on va dire, administratives et réglementaires et qui m'ont beaucoup servi puisque j'ai dû, avec mon camarade avec lequel j'ai rédigé ce livre blanc, nous avons dû aller dans tous les secteurs de la sûreté dans le magasin pour apprendre ce qui se faisait partout, dans tous les services, dans tous les sous-services, pour chacun des emplois qu'il y a dans le magasin. Donc on a pu aborder en un an l'entièreté du spectre sans y aller à fond. Et ça donnait une idée assez précise de ce qui se faisait en termes de sûreté. Et ça veut dire que bien qu'alternant, il y a des entreprises dont font partie les Galeries Lafayette qui vous confient, dès votre entrée, des missions importantes. Vous n'êtes pas là simplement pour faire les photocopies et le café. Exactement, je n'ai d'ailleurs jamais fait de photocopie ni de café lorsque j'étais en alternance aux galeries. Depuis que je suis en CDI, j'en fais plus. Alors, vous passez justement en CDI comme responsable sûreté, avec des missions assez variées, et il y en a certaines qui sont particulièrement intéressantes. C'est vous êtes responsable de la gestion de crise, donc ça, on peut imaginer, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être une crise pour justement des grands magasins. Les crises pour les grands magasins sont déjà les mêmes que pour beaucoup d'autres sites. Les crises liées au terrorisme ou aux mouvements sociaux qui peuvent être violents. Nous n'avons pas une typologie particulière de crise qui nous menace, nous, grands magasins. Simplement, nous avons pratiquement l'entièreté des crises qui peuvent nous tomber dessus. Puisque nous sommes des magasins très vastes, nous recevons beaucoup de monde. Nous sommes de plus des lieux assez symboliques, les grands magasins, particulièrement sur le boulevard Haussmann avec nos collègues et concurrents du printemps, puisque nous sommes un petit peu un symbole du commerce, parfois du capitalisme pour certains. Donc nous sommes sous le feu des projecteurs pour ce qui va être justement de ces mouvements sociaux ou du terrorisme, et nous connaissons effectivement toutes les autres crises, ou nous pouvons connaître toutes les autres crises qui peuvent peser sur les... La crise Covid, justement, comment vous avez La crise Covid, alors déjà on l'a prise de plein fer, sans s'y attendre finalement suffisamment, comme tout le monde. Elle nous a contraints à fermer, comme la plupart des établissements. Toutefois, nous sommes un site particulier, nous avons dû rester ouverts, pas à la clientèle, mais à certains services, notamment le service sûreté, le service sécurité, le service maintenance, tous ces services sans lesquels un bâtiment comme ça présenterait un risque. À le protéger en plus. Il fallait continuer à protéger le bâtiment et à protéger ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Puisque nos collections peuvent parfois attiser la convoitise de certains, donc il fallait, même lorsque le magasin est fermé, en assurer la sécurité. Et puis il y a un domaine qui moi, me passionne. Vous êtes coordinateur de la lutte contre la démarque inconnue. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
C'est quoi la démarque inconnue? La démarque inconnue, c'est la différence entre le stock comptable et le stock physique. C'est donc tout article qui n'est plus présent dans le stock physique, mais qu'il est encore dans le stock comptable. Et quand vous dites dans le stock, c'est pas forcément derrière, c'est aussi dans les magasins de Galeries Lafayette qui sont à vendre et que n'importe qui C'est peut soit sur la surface de vente, s'utiliser, soit dans nos on est réserves, d'accord. soit dans notre entrepôt. On est d'accord. Dans le stock, en tout cas, physique. Et lorsque cet article n'est plus dans le stock physique, mais qu'il est encore dans le stock comptable, il a donc disparu sans être vendu. Ouais. C'est la démarque inconnue. Alors, selon certaines sources spécialisées, en 2016, le taux, justement, représenterait 0,81% du chiffre d'affaires, ce qui est important, des distributeurs, et atteint 1,20% du chiffre d'affaires des grands magasins, ce qui représente une perte quand même de 3,5 milliards d'euros. Donc, on imagine que c'est une mission extrêmement importante, d'autant plus que ça peut atteindre 10% du chiffre d'affaires dans des étalages sensibles qu'on trouve aux Galeries Lafayette, qui sont le maquillage, les alcools et les textiles. Alors, je ne vous en dirai pas plus sur notre taux de DI. Il est assez aisément trouvable sur Internet. Ouais, donc, ouais. Non, mais ça, c'est pas spécifique aux Galeries Mais Lafayette. effectivement, les grands magasins sont de toute façon sujets, vous l'avez dit, au vol, notamment, pas Ouais. que. Cette typologie d'articles, de parfums, de maquillage, qui sont des articles onéreux, relativement petits et qui attisent beaucoup la convoitise, sont des articles qui, effectivement, connaissent une démarque inconnue assez forte. Quelle méthode vous utilisez justement pour lutter contre ça? Est-ce qu'il y a de la sécurité urbaine, des nouvelles technologies? Un peu de tout. Un peu de tout, de la sécurité humaine, effectivement, puisque nous comptons toujours sur les agents de sécurité qui sont aux portes et dans le magasin. Nous comptons aussi sur les équipes de vente, qui sont les premières, en première ligne, du moins pour ce qui est du vol client. Nous travaillons également, évidemment, avec les services logistiques, qui sont en contact en permanence avec la marchandise. Sur les nouvelles technologies, oui, puisque nous nous appuyons sur de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection le plus que nous pouvons, sur les technologies d'antivol. Et puis, on essaie justement de se coordonner, de mettre tous les moyens dans la même direction, de ne pas s'éparpiller. Et c'est en partie mon boulot. Pour les agents, c'est une société de sécurité privée et externe ou c'est... Deux sociétés prestataires sur les Galeries Lafayette, les sociétés Biblos et Triomphe, Ouais. qui se partagent la prestation presque à égalité. D'accord. Environ combien d'agents de sécurité sur Haussmann, par exemple? Par jour, on a une centaine d'agents de sécurité qui sont présents sur le site. D'accord. Puisque nous sommes un site très grand, composé de 4 bâtiments. Donc on a besoin de ces équipes assez fournies. Est-ce qu'il y a des gens civils aussi qui se baladent dans les rayons pour voir s'il n'y a pas des vols? Est-ce qu'il y a des détectives qui sont employés? Si vous voyez les agents civils, vous me le direz, c'est qu'ils font pas correctement mal leur leur travail. boulot, mais donc il y en a. La réponse est dans votre retour. Alors, je voulais savoir, justement, si vous avez, en termes de nouvelles technologies, des attentes sur, justement, des nouvelles solutions dont on parle, qui sont peut-être quasiment au point ou qui vont le devenir. Aujourd'hui, on a des attentes forcément, puisque tout ce qui peut nous aider dans notre mission sera le bienvenu. Ouais. Nous avons 2 contraintes. La première, c'est que le site est extrêmement grand. Donc nous équiper d'une nouvelle technologie sera forcément onéreux. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, au contraire. Mais il s'agit d'un effort que l'on fait en le calculant et en essayant de faire ça de la manière la plus peaufine qui soit. La deuxième contrainte, c'est la contrainte légale, puisque qui dit nouvelle technologie dit parfois justement contrainte légale, notamment en matière de vidéo, puisque la CNIL qui se charge de faire appliquer le RGPD chez nous est particulièrement vigilante sur la protection de la vie privée, tant mieux. Mais nous, il s'agit d'une contrainte dans notre métier, donc ce sont ces 2 contraintes que nous essayons de ménager pour déployer des nouvelles technologies sur le magasin. La nouvelle technologie qui consiste à repérer des attitudes qui ne paraîtraient pas normales, est-ce que ça, c'est une nouvelle technologie qui vous intéresse C'est une nouvelle technologie qui est forcément intéressante, d'autant plus qu'elle n'est pas si compliquée à mettre en œuvre, même matériellement. Donc elle nous intéresse évidemment et on attend de voir les conclusions de la CNIL avec une consultation en ce moment même, savoir un petit peu où cela va nous mener. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui se déplacent justement sur ces magasins qu'on trouve en France, voire même à l'étranger? Pas moi, puisque moi je suis sur la business unit Haussmann. Donc nous sommes, le magasin d'Haussmann indépendant, une unité économique et sociale à part. Ce qui fait que nous ne nous déplaçons pas. Nous restons sur le magasin Galeries Lafayette Haussmann. D'accord. Nous ne sommes pas sur le groupe Galeries Lafayette, ni sur le réseau qui est D'accord, parce qu'au niveau du groupe Galeries Lafayette, là, il y a une entité sûreté-sécurité qui gère un petit peu... Et qui est amenée à se déplacer dans les galeries de province, justement. D'accord.
Comment voyez-vous l'évolution de votre fonction là, à court terme? À court terme, Déjà, j'imagine que la crise du Covid, ça a fait avancer le métier quand même. la crise du Covid est venue chambouler les habitudes, faire Ouais. avancer le métier, je ne sais pas. En tout cas, elle est venue un petit peu redistribuer des cartes Ouais. euh, À quel à, niveau? à tous les niveaux. Ouais. C'est ce que je veux dire. À tous les niveaux, dans la mesure où on s'est rendu compte collectivement que ce genre de crise existait encore, que nous n'étions pas complètement à l'abri malgré justement toutes nos nouvelles technologies, toutes nos statistiques et tous nos moyens pour prévenir les événements graves. Ça pouvait tomber très vite de n'importe où. Ouais. Donc quand on est dans la sûreté et que, particulièrement dans la gestion de crise, et que notre boulot est d'anticiper du mieux possible les crises, puis de les gérer si elles adviennent, ça pousse à réfléchir sur ces méthodes d'action. Ensuite, à court terme, sur ma propre fonction, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais à court terme, sur la sûreté, je pense qu'il y aura de belles évolutions avec cette volonté du continuum de sécurité et puis les grands enjeux qui nous attendent dans les années à venir, Ouais. Entre autres, les enjeux sportifs par exemple. du monde de 2023 de rugby et les JO 2024. Pour terminer, je voulais savoir, à votre avis, quelles étaient les clés de la réussite dans ce métier? Ah, Ouais. Vous en êtes un exemple. Vous êtes jeune, vous avez déjà un joli poste dans une très belle entreprise. Quels ont été vos atouts? Mes atouts, je pense qu'on en a parlé au début, ça a été un parcours académique assez long, assez fourni et suffisamment généraliste pour avoir peut-être une vue d'ensemble. Donc je pense que ça peut être une des clés du succès, d'avoir une vue d'ensemble, puisque la sûreté touche absolument à tous les secteurs, qu'elle est amenée à toucher de plus en plus à des secteurs divers et variés, être de plus en plus transverse. Donc je pense qu'avoir un profil assez général, assez ouvert, peut permettre de grimper les échelons, peut-être en sûreté. Je vous dirai ça dans quelques années, si ça a fonctionné pour moi. Est-ce que c'est beaucoup de pression, ce métier? Ce métier, c'est forcément de la pression. Ouais. Comment vous l'évacuez? On essaie d'en faire un atout, Ouais, bien sûr. pour la réponse cliché, et Ouais. puis sinon, on se démerde comme on peut, avec la Et pression. Dès que vous êtes en dehors du boulot, c'est quoi? C'est le sport? C'est du sport. C'est du sport, et l'art, puis... c'est- non, plutôt Non, du le sport. Et puis pour évacuer la pression, on peut compter sur des collègues avec lesquels on a une cohésion qui est quand même assez importante. Ouais. Dans ces métiers-là, c'est important. Esprit d'équipe. Esprit d'équipe dans le boulot, hors du boulot, et ça permet de surmonter les difficultés. Merci beaucoup Arnaud Menatori Merci à vous. d'être venu sur le plateau de Agnew Sécurité. Voilà, on se retrouve très rapidement pour un autre parcours. Merci à Benjamin Fouet à la réalisation et à la Time Team Agora à la production. À très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Everbridge a été heureux de vous présenter l'émission Parcours.